Bonjour chers auditeurs, c'est bien la RTNC, chaîne nationale Les Méthodes de Kinshasa. Nous sommes avec le professeur Nico Omeyonga pour réfléchir sur les droits de la femme. On parle souvent de 8 mars, mais chaque 8 mars a un thème, mais fondamentalement il s'agit de la femme. Bonjour professeur Nico Omeyonga. Bonjour monsieur les journalistes. Oui, droit de la femme, droit de l'homme. En fait, est-ce qu'il fallait distinguer cela? Distinguer, oui ou non. Droit de l'homme, dès lors qu'on considère l'homme et la femme, ça, c'est vraiment générique. Mais il y a nos frères de l'Amérique du Nord, particulièrement les Canadiens, qui préfèrent vraiment spécifier pour marquer la distinction entre l'homme et la femme. C'est ainsi que même pour les droits de l'homme, ils préfèrent parler des droits humains. C'est-à-dire dans les droits humains, comme dans l'humanité, il y a l'homme et la femme, ça intègre. Donc c'est une question d'approche, mais je crois ça c'est le contenant, mais le contenu est le même. Alors, mais chez nous, quand on parle plus des droits de la femme, les droits de la femme avec le 8 mars, on accentue. Est-ce que la femme en a vraiment conscience? Non, pour en être conscience, c'est là où que nous, en tant qu'enseignants, en tant que professeurs, toute notre place et toute notre importance a son pesant d'or, dans la mesure où, pour en être conscient de quelque chose, il faut d'abord connaître. Même un droit, pour bien le revendiquer, il faut le connaître. Et voilà pourquoi nous estimons, avant de parler des droits consacrés aux femmes et aux filles, je crois qu'il faut vraiment un travail de fond pour essayer un peu d'éveiller la conscience de la femme et de la fille, et pour qu'ils prennent d'abord connaissance de leurs droits avant de les revendiquer. Donc il faut prendre conscience avant de revendiquer, mais ils ont souvent réduit ça au port de pagne, un habit avec quelques motifs. En fait, c'est un signe tout simplement. Bon, vous savez, on dit la journée consacrée à la femme, c'est à la fois festif, mais c'est aussi un moment de marquer un arrêt pour regarder d'où nous venons, où en sommes-nous, vers où nous allons. Bon, porter les pagnes, pour nous Africains, pour nous Congolais, ça symbolise un peu une sorte de féminité. Donc, c'est la femme. Mais si toutes les femmes, les filles réduisent cette élite qui a commencé, l'élite de plus d'un siècle, pour garantir leurs droits, seulement au port du pagne, c'est là où ça peut inquiéter plus d'un Congolais lucide. Mais porter les pagnes pour marquer, c'est même la symbolique, c'est culturel, parce que vous savez, l'homme est fait aussi de sa culture, et l'habillement, la manière de s'habiller fait partie aussi de notre culture. Mais il faut préciser que pour ne pas nous attarder seulement sur un thème générique, mais au moins cette année, le thème national porte ici les droits garantis, autonomisation durable des femmes et des filles. Droits garantis, là aussi ça devient intéressant. Et là, quand on parle de droits garantis, il faut voir ce qu'il y a une sorte de sécurité juridique et même judiciaire. Et là, la particularité de notre pays est que la question de la femme, ou la parité, ou la légalité, est à la fois constitutionnelle et légale. Et vous allez, si on jette un coup d'œil sur la Constitution, déjà, il y a tout un article 14 de la Constitution qui consacre tous les droits qui sont dévolus à la femme et qui explicite de manière claire la parité. Et il faut noter ici, quand nous parlons de la parité, ce n'est pas seulement les droits de la femme, c'est l'homme et la femme. Ici, la parité, c'est l'égalité. C'est que les législateurs voudraient que l'accès à des postes de responsabilité soit égalitaire, 50-50. Donc, à responsabilité égale, à responsabilité égale, compétence égale. Donc, on ne va pas avoir une approche sexiste quant à la nomination, quant à l'accès à l'éducation, à l'accès aux postes de responsabilité. Il faudrait que l'homme et la femme accèdent de manière d'abord comme être humain et non comme femme ou homme. Donc là, l'avantage c'est que la parité dans notre pays est une réalité constitutionnelle, mais aussi légale, parce que si la Constitution a été adoptée, publiée en 2006, mais il y a eu toute une loi organique consacrée à la parité en 2015 qui
qui reconnaît à la femme, parce que si nous parlons accorder, ça, c'est un peu péjoratif, c'est comme si c'était une faveur, alors que les droits, c'est quelque chose sacré, consacré de la Constitution. Ça ne peut pas être une faveur, mais quelque chose qui doit être garanti comme les thèmes nationaux l'indiquent. Et pour qu'il soit garanti, il faut que ceux qui en sont bénéficiaires ou celles qui en sont bénéficiaires en soient conscients. Et pour qu'ils en soient conscients, c'est là où il y a la dimension culturelle ou la dimension éducationnelle. Donc il faut mettre les gros de notre temps pour formater cette femme, cette jeune fille, pour qu'ils comprennent ce qui est dans la Constitution, parce qu'un droit ignoré, c'est un droit qui ne peut pas être revendiqué et dont on ne peut pas se jouir. Oui, mais on dit droit garanti. En fait, qui est garanti, comme vous avez dit, c'est la Constitution, ce sont les textes de la République. Droit, l'autonomisation de la femme, droit garanti de la femme et de la jeune fille ou de la jeunesse. En fait, le 8 mars, droit garanti, autonomisation de la femme, autonomisation de la jeune fille. En fait, les femmes ont déjà des droits garantis, donc ils doivent en jouir, ils doivent d'abord les connaître et en jouir. Donc c'est aussi à l'homme de permettre à la femme de connaître ses droits et d'en jouir. Parce que souvent c'est l'homme qui opprime. Naturellement. Donc le monde est binaire. Donc on ne peut pas avoir un monde s'il n'y a pas l'homme et la femme. Donc c'est ainsi que l'homme doit faire preuve de masculinité positive. C'est vrai, la femme doit se battre elle-même pour garantir, pour jouir de ses droits, pour revendiquer ses droits, mais l'accompagnement aussi de son partenaire homme n'est pas quelque chose à négliger. Donc moi je pense que si on dit droit garanti, l'autonomisation elle doit être d'abord juridique, elle doit être économique et elle doit être culturelle. Juridique, les cadres juridiques, je l'ai dit tantôt, la Constitution les consacre, la loi de la République, une loi même organique, si la parité le consacre. Et droit, autonomisation économique, c'est là où mon domaine de prédilection, c'est celui de l'éducation financière ou l'éducation entrepreneuriale. Parce que pour que la femme et la jeune fille deviennent autonomes, il faudrait qu'ils aient la liberté financière. Pour qu'ils aient la liberté financière, ils doivent avoir tous les atouts, les moyens nécessaires pour se lancer dans les activités génératives de revenus. Ainsi, la femme pourra assurer de manière durable son autonomisation, parce que si elle se lance seulement dans les salariats, ça sera pour une durée qui est parfois éphémère, alors que si la femme et les jeunes filles se lancent dans l'entrepreneuriat féminin, je crois qu'il aura réellement garanti son autonomisation de manière durable, parce que quand on devient entrepreneur, on le devient pour toute sa vie. Même dans son vieil âge, la femme pourra bénéficier de cette autonomisation économique. Mais aux côtés de l'autonomisation économique, on a aussi besoin de l'autonomisation culturelle. C'est l'éducation. Et il faut qu'il y ait cette femme qui est déjà en plein pied dans l'activité générative de revenus. Mais il faut qu'il y ait des formations pour faire une sorte de renforcement des capacités, lui apporter une plus-value intellectuelle qui lui permettra véritablement d'être une entrepreneur, parce que jusqu'à ce jour, l'entrepreneur féminin est encore au stade d'un entrepreneuriat de nécessité, de survie. Alors ce dont nous avons besoin, c'est un entrepreneuriat féminin de croissance, c'est-à-dire c'est cet entrepreneuriat féminin de croissance qui pourra garantir et qui pourra vraiment assurer une autonomisation économique digne de son nom. Oui, la femme doit devenir autonome, on doit la faire émanciper en devenant entrepreneur. En fait, quelque part, la femme elle-même ne se sent pas très à l'aise dans cette affaire, parce que sinon, on n'allait pas la pousser à devenir entrepreneur. Donc la femme sait qu'on doit lui servir, on doit lui apporter ce dont elle a besoin. Donc c'est un peu dans sa nature profonde d'être une femme qui doit être prise en charge. Elle n'est pas dans un esprit où elle doit se prendre en charge, fondamentalement. Non, c'est parce qu'il y a des stéréotypes d'ordre culturel et même d'ordre religieux. Dès lors qu'on a dit la femme, dès son jeune âge, que c'est un être faible. Or, même nous qui croyons, quand quelqu'un est faible, il faut le soutenir, il faut le prendre en charge. Alors qu'il fallait dire à la femme que non, il n'est pas question qu'elle soit prise en charge par quelqu'un d'autre. Il faut une autoprise en charge. Et aujourd'hui, pour preuve, ce qui soutient les foyers aujourd'hui, la famille, ce sont les femmes.
tôt le matin, à 4 h du matin, ils se réveillent et pour aller acheter les cacahuètes, pour acheter les pains et même assurer l'éducation des enfants. Donc, mais nous voulons que la femme quitte ce stade-là d'un entrepreneuriat de nécessité pour qu'elle devienne véritablement un entrepreneur de croissance. C'est-à-dire, nous voulons un entrepreneur de croissance, et cet entrepreneuriat qui puisse lui garantir véritablement l'autonomisation économique de longue durée. Et ça, et dans ce cadre, moi, en tant que professeur et surtout quelqu'un qui est dans l'humanitaire, nous avons mis sur pied la fondation Omeonga Nico, qui consacre le gros de son temps pour former les femmes qui ont déjà un talent, qui ont des atouts. Mais nous voulons aiguiser ces atouts, et leur donner encore, renforcer leurs capacités managériales pour qu'ils deviennent de véritables entrepreneurs. Et depuis les premiers de ce mois, nous avons consacré des séances, des séminaires pour que les mamans, pendant que nous tournons cette émission, c'est le samedi, demain, ce sera le couronnement de cette formation et ce sera la célébration de la journée consacrée à la femme. Mais nous allons au-delà de la simple journée et nous allons consacrer tous ces mois dans la formation de la femme pour que la femme ne soit pas cette histoire de Sombelanga, Pesanga, Kabelanga, mais nous voulons que la femme elle-même, qui est déjà dans l'informel, mais qu'on puisse formaliser l'activité qu'elle a toujours à réaliser pour que ça devienne une activité véritablement économique pérenne et que l'autonomisation ne reste pas un vain mot, que l'autonomisation économique devienne une réalité. Ainsi, c'est à ce prix-là que la Fondation Omeonga Nico pourra se dire qu'il a atteint sa cible. Oui, les femmes, c'est vrai, elles nous nourrissent, c'est elles qui vont au champ le matin, partout au village. La femme prend en charge la société, mais ces activités-là, souvent, l'homme ne les prend pas au sérieux. Et pourtant, c'est cette femme-là qui nous nourrit, qui va à 4 h du matin au champ, qui nous ramène les légumes, qui nous amène les pondous. Cette partie de ces activités de la femme, souvent, l'homme néglige. On ne considère pas ça comme un travail important. Et pourtant, c'est de cela que la famille vit, c'est de cela que la société entière vit, de cette femme rurale, de cette femme paysanne. Ces activités paysannes-là de la femme ne sont pas considérées comme des activités d'autonomisation. Et pourtant, c'est elles qui font la vie de la femme de tous les jours. Oui, elles ne sont pas considérées parce que, vous savez, parce que ce sont des activités qui se font dans l'informel. Or, si ces activités sont fiscalisées, et ils bénéficient, ils ont accès, surtout les femmes rurales dont vous parlez, qui constituent vraiment les socles de la sécurité sociale dans notre pays. Mais cette femme-là, si elle peut accéder à des crédits, si elle peut avoir la possibilité de faire l'épargne, mais si elle peut jouir de tout ce qu'il faut pour qu'elle devienne de plus en plus résiliente et qu'elle ait tous les moyens pour faire bien son travail de création de richesses, je crois que cette femme-là pourra, parce que notez, elle représente, elle est la femme est largement majoritaire. Et toutes les statistiques indiquent que les femmes représentent au moins 52% de la population congolaise. Et donc, il y a aussi la dimension politique. Il faut que la femme aussi ne soit pas toujours à la traîne, comme c'est le cas. Quand vous regardez dans beaucoup de partis politiques, la faible participation de la femme est criante. Et pourtant, nous sommes dans un système démocratique où le nombre joue un rôle important. C'est-à-dire, celui qui a plus l'ancrage populaire, c'est celui qui peut avoir aussi l'ancrage institutionnel. Or, il faut à ce niveau-là commencer à conscientiser la femme pour que la femme comprenne aussi qu'elle doit se lancer en politique, pas comme être à la traîne, comme simplement, mais qui prennent le devant. C'est malheureux aujourd'hui, nous avons presque 1000 partis politiques, mais il y a à peine peut-être 5 ou 6 femmes qui sont chefs de partis politiques, et tout le reste entre les mains. Oh, c'est vrai. Nous avons besoin du nombre et aussi de la qualité. Et pour la qualité, comme le nombre est là, ils sont majoritairement significatifs, ils sont majoritaires. Donc, il faut maintenant la qualité, c'est-à-dire des formations. Nous voulons vraiment, aujourd'hui, les parents ont pris conscience et maintenant, aujourd'hui, dans toutes les familles, il y a des parents qui envoient maintenant les filles pour étudier, qu'ils accèdent à la connaissance, qu'ils acquérir les connaissances pour qu'ils deviennent compétitifs. Dès lors qu'ils ne seront pas, qu'ils vont demeurer intellectuellement limités, ils ne seront pas compétitifs et
Et là, l'égalité à la chance pour tous sera un peu handicapée parce que nous savons, nous sommes dans un pays, dans une société où tout est fait en fonction de ceux qui ont acquis des connaissances. Mais si la femme, ou les femmes d'une manière générale, pour la plupart, ne sont pas suffisamment formées autant que les hommes, donc ils risquent d'être toujours marginalisés. Donc nous disons, nous devons mettre un accent sur la formation des femmes rurales, même des femmes urbaines, parce qu'ici, même dans la ville, il y a des femmes qui, malheureusement, sont encore analphabètes. Donc, il faut leur apprendre les métiers, il faut les former pour qu'elles deviennent compétitives. Nous sommes à l'ère de la guerre des idées. Et la guerre des idées passe par la guerre des intelligences. Et les intelligences, ça s'acquiert à l'école. L'intelligence, ça s'acquiert à l'école, mais les femmes doivent devenir plus conscientes et plus respectueuses d'elles-mêmes. Parce que si les femmes se disent, nous sommes nombreuses, nous soutenons nos propres partis, nous les créons et nous y adhérons, je crois qu'elles vont avoir le pouvoir. Elles ne vont pas suivre les hommes, mais c'est comme si les femmes ne se faisaient pas confiance. Un défaut aussi. C'est un défaut, ça veut la responsabilité à des niveaux. D'abord, la femme elle-même ne se rend pas compte de l'atout qui est là, mais un autre, c'est la société aussi. Il y a des stéréotypes, des clichés dans notre pays qui font montrer que les femmes qui se lancent dans la politique, pour la plupart sont des femmes qui ne sont pas sérieuses. Et pourtant, la politique n'est pas seulement faite par des hommes. Il y a des femmes mariées, des femmes intègres, sérieuses, qui peuvent se lancer dans la politique. Or, les femmes prennent un peu du repli par rapport au combat politique, et c'est à cette raison. Or, tous les avantages, l'accession au pouvoir, à poste de responsabilité, est faite par rapport à l'engagement politique et par rapport aux résultats que nous obtenons dans les élections. Donc, les femmes doivent prendre conscience de cela, se lancer en politique, s'engager politiquement, et pour devenir... Il n'y a pas de cadeau à attendre des hommes, parce que nous sommes à l'ère de la compétitivité. Les hommes cherchent à préserver les avantages acquis, les femmes aussi cherchent à conquérir les avantages perdus. Donc c'est un combat, une compétitivité loyale. Moi, pour que les femmes deviennent plus compétitives, performantes même, elles doivent être formées. Voilà pourquoi nous estimons que nous devons davantage former. Autant que nous avons commencé à former les jeunes, nous devons aussi former les femmes. Et dans notre fondation, nous avons la Ligue des femmes vertueuses de la fondation Meunga Nico, qui aussi ont compris qu'ils doivent se prendre en charge et que nous venons là seulement pour un simple accompagnement. Mais le gros du travail est fait par les femmes elles-mêmes. Du reste, ce sont des femmes vertueuses. Et la vertu, c'est aussi savoir comprendre, prendre conscience de ce que l'on est, de ce qu'on doit faire dans la société et des rôles que la femme doit jouer. Elle ne doit pas être seulement mise à la traîne. Elle ne doit pas être seulement réservée à des petits travaux. Non, il faut qu'elle ambitionne grand pour qu'elle devienne grande un jour. Parce que nous sommes les produits de nos rêves. Elle doit aussi se faire confiance. Les femmes doivent se faire confiance. Donc quand on dit un parti créé par une femme, une association de femmes, il faut qu'elles adhèrent aussi. Il ne faut pas qu'elles disent on va aller soutenir cette dame, qu'est-ce qu'elle va devenir. Et pourtant, quand nous avons des leaders femmes importantes, elles vont entraîner les autres femmes. Et les femmes, quand elles ont des responsabilités importantes, elles vont avoir des moyens. Automatiquement, leur autonomisation va se faire en se partageant. Parce qu'aujourd'hui, les hommes, ils ont la politique, là où ils vont se servir. Et pourtant, la politique devait être, comme partout ailleurs, les derniers des cadets, les derniers des soucis. Mais aujourd'hui, pour nous, la politique, c'est le chapeau numéro 1. C'est là où il y a de l'argent. Alors, les femmes, si elles ne vont pas, elles vont toujours rester à la traîne. Elles ne vont pas avoir l'argent. Donc, elles doivent adhérer. Elles doivent créer des partis politiques. Et elles doivent se faire confiance et adhérer dans leurs propres partis. Aussi, les hommes aussi vont être dans les partis des femmes et dirigés par les femmes. C'est aussi une responsabilité, un sens de devoir et une responsabilité à engager, une conscience à cultiver. Naturellement, mais c'est tous les problèmes. Parce que depuis toujours, vous savez que c'est peut-être vers... il faut voir même dans l'histoire, dans les combats politiques, quand est-ce que la femme a accédé même au vote. La femme est restée même dans des pays dits à tradition démocratique. Il n'y a pas longtemps que la femme a même accédé à eu les droits de vote. Parce qu'il y avait toujours des clichés, il y a toujours des préjugés, des stéréotypes que la société malheureusement a cultivés contre la femme. Mais la femme doit
ne doit pas y rester toujours dans ces stéréotypes. Et elle doit prendre conscience. Et pour qu'elle prenne conscience, elle doit être formée. Et pour qu'il ait le goût du risque, elle doit être formée. Et pour qu'elle comprenne aussi que non, il faut toujours être à l'initiative. Il faut être à l'initiative. Et quand il y aura beaucoup de femmes chefs de partis politiques, je parie que d'ici 10 ans, 20 ans, il y aura certainement la tendance pourra changer. Mais dès lors que nous avons sur 1000 partis politiques, il n'y a que 5 femmes qui sont chefs de partis politiques. Donc ça montre, même ceux qui veulent s'engager, même celles qui veulent les suivre, vont dire non, non, non. Déjà, elles ne sont que très, très minoritaires, en dépit de leur nombre assez grand. Donc, il faut, à ce niveau-là, inciter, travailler sur le leadership féminin, pousser, nous voulons vraiment un leadership au féminin. Et pour avoir un leadership au féminin, nous devons préparer des femmes et des filles déjà, dès leur bas âge, les préparer à devenir des leaders de demain, parce que le résultat de demain dépendra de ce qu'on aura fait aujourd'hui, et ce qu'on aura fait aujourd'hui de la fille, parce que la fille aussi, nous parlons de femmes aujourd'hui, cette femme a été d'abord fille, mais si elle n'a pas été formée quand elle était fille, même quand elle devient maman, elle devient femme majeure, elle ne pourra rien faire. Donc nous pensons, dès le bas âge, dès son enfance, on doit commencer à la préparer à des postes de responsabilité. Ce n'est pas seulement la politique. Malheureusement, dans notre pays, comme vous le dites, partout ailleurs, les hommes forts, ce ne sont pas les politiques, ce sont les entrepreneurs. Donc moi je pense, si on n'arrive pas ils n'arrivent pas à s'intégrer politiquement, mais si on leur donne les moyens de devenir financièrement forts, ils vont peser sur la balance. Parce que l'élite, quand nous parlons de l'élite, il y a l'élite de l'avoir, l'élite du savoir et l'élite du pouvoir. Donc s'ils ne peuvent pas être dans la politique, dans les pouvoirs, mais qu'ils aient... Qu'ils soient l'élite de l'avoir. Oui, les nerfs de la guerre. Quand ils seront des femmes entrepreneuses, des femmes richissimes, ils auront le pouvoir parce que l'argent, c'est aussi un pouvoir. Et ils pourront peser sur la balance. Oui, le ministre de l'économie récemment demandait aux femmes de s'enregistrer pour quitter l'informel et devenir formel et bénéficier des crédits. En fait, une manière aussi de créer une élite du pouvoir, une élite d'avoir. Et l'avoir, oui, mais ça ne doit pas être seulement un discours. Vous savez, dans ces pays, si tout dépendait du discours, ces pays seraient déjà un paradis. Et c'est que si, comme vous le dites, le ministre a dit, non, ça ne peut pas se limiter seulement au verbe. Nous voulons qu'il y ait vraiment des mesures d'accompagnement, des incubateurs, des filières d'entreprise, des moyens qui soient consacrés de manière, la meilleure manière de faire quitter la femme de l'informel, c'est de lui faire accéder au crédit. Parce qu'une fois qu'il accède au crédit, il sera répertorié. Et quand il est répertorié, il sera fiscalisé. Et on aura résolu le problème de l'informel. Le problème de l'informel passe par la formation, par la politique d'octroi de crédit. Tout et par aussi l'assouplissement fiscal. Parce que beaucoup de gens se retrouvent aujourd'hui dans l'informel, c'est parce que nous sommes dans un terrorisme fiscal qui ne dit pas son nom. Parce qu'une fois que vous commencez une activité aujourd'hui, si c'est une activité qui est dans le secteur formel, tous les ministères que vous connaissez, l'un après l'autre, passent pour fonctionner quelque chose. Fonctionner quelque chose. Et là, la femme va se dire que non, finalement, je travaille seulement pour payer les impôts, comme on dit, trop d'impôts, tuer l'impôt. C'est le cas aujourd'hui. Vous voyez qu'en dépit du potentiel immense, du potentiel fiscal immense, mais la pression fiscale est insignifiante. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que 20% seulement d'activités économiques qui sont réalisées dans le secteur formel et tout le reste, disons 80%, c'est dans l'informel. Dans l'informel, et ça échappe au fisc. Et voilà pourquoi les assignations budgétaires, les assignations de toutes les régies financières, les 3 régies financières sont toujours au rabais, alors que nous avons un potentiel fiscal assez énorme. Donc, assouplissons l'imposition, pratiquons la politique d'octroi de crédit, bannissons tout ce qui est tracasserie fiscale, tracasserie administrative, policière, ramener la paix. Et c'est là où j'en profite pour faire un clin d'œil à toutes les femmes qui me suivent à ce moment dans le nord, sud, Kivu, où pendant que nous tournons cette émission, ces femmes-là ne peuvent même pas aller au champ, ne peuvent pas cultiver.
ils subissent tous les affres de la guerre meurtrière, que ça fait 10 ans, plus de 10 millions. On dénombre même plus de 6 millions de déplacés de guerre, parmi lesquels nous avons beaucoup de femmes et des enfants qui sont là. Et donc, il faut aussi que la paix revienne le plus vite possible. C'est là où j'en profite pour que vraiment, ce que on a eu à tourner avec vous beaucoup d'émissions où j'ai interpellé l'élite politique, l'élite du savoir et de l'avoir, pour que à l'unisson nous retrouvons autour de l'arbre à la palabre. Peut-être que le mot dialogue qui fait fâcher les gens, mais appelez comme parler l'arbre à palabre. Nous sommes africains, pour que nous nous retrouvons de manière à ce que à l'unisson nous puissions baliser les chemins, nous puissions conjurer tous ces démons de division, de guerre, de rébellion, et que nous ayons finalement, on est resté longtemps dans la discorde, l'ère est maintenant qu'on passe à la concorde, et la concorde va nous amener à la cohésion nationale. C'est par la cohésion nationale, par la paix, que nous pouvons réellement bâtir bien ce pays, et que l'autonomisation de la femme deviendra une réalité, parce que dans la guerre, dans les atrocités, aucune femme ne pourra assurer son autonomisation durable. C'est dans la paix que la femme, comme la jeune fille, pourront véritablement vivre cette autonomisation durable que le thème de cette année nous indique. Ok, professeur, on va finir. Donc, on considère le mois de mars comme un mois de rappel des droits de la femme, et que la femme devienne de plus en plus consciente, parce qu'on lui consacre tout un mois pour parler de ses droits et de sa responsabilité finalement. Nous les consacrons pour que dorénavant la femme réalise que ça n'a jamais été une faveur, et que la femme considère que quand on parle de la parité, ce n'est pas la promotion de la femme, ce n'est pas de l'émancipation de la femme, c'est péjoratif. Quand nous parlons de la parité, nous parlons de l'égalité entre l'homme et la femme, à compétence égale, responsabilité égale. Quand nous parlons de ces choses, nous les rappelons que ces choses sont consacrées dans la Constitution et dans la loi. C'est-à-dire, chez nous, la parité est une réalité constitutionnelle et légale. Et rappelons à la femme que pour relever les défis, il a besoin aussi de l'éducation, et particulièrement l'éducation financière. Elle doit se lancer dans l'entrepreneuriat de croissance pour assurer son autonomie. On doit rappeler aussi à la femme qu'elle doit aussi s'engager dans la politique. Pas seulement en étant membre des partis politiques, mais en assurant le leadership au féminin. Nous rappelons aussi à la femme qu'elle doit être consciente de ses atouts, mais aussi de ses limites. Mais elle ne doit pas toujours considérer qu'elle est un être faible. Par contre, je considère que la femme, elle est résiliente. Elle est même plus forte que l'homme, parce que les foyers tiennent aujourd'hui grâce à l'effort, grâce au concours, grâce à l'implication de la femme dans la création de richesses pour soutenir les foyers, même pour scolariser les enfants. Donc, nous ne voulons plus que la femme demeure dans ce stade-là marginal, mais nous voulons que la femme prenne les devants et considère que les droits, ce sont les droits qui lui sont consacrés par la Constitution et les lois de la République. Ce n'est pas une faveur qu'il doit solliciter auprès de son partenaire homme, mais il doit lui-même en jouir pleinement, et il doit faire. Et donc, tous ces mois ici, nous les consacrons. En tant que président de la Fondation Menga Nico, nous consacrons ces mois pour former la femme dans les métiers, former la femme par le renforcement des capacités managériales, former la femme pour l'autoprise en charge, et que la femme cesse de compter toujours exclusivement sur l'homme, mais qu'il assure sa propre autonomisation, parce que l'autonomisation, ce n'est pas seulement une affaire que l'homme va apporter à la femme, mais aussi j'interpelle aux hommes que c'est notre partenaire. Nous devons aussi faire preuve de la masculinité positive pour accompagner la femme à cette autonomisation, parce que quand la femme devient autonome au même titre que l'homme, c'est toute la société qui deviendra autonome. Tant que nous ne serons toujours assurant l'autonomisation masculine
en ignorant l'autonomisation de la femme, la société sera handicapée. Or, nous voulons une société juste, équitable et égalitaire pour que chacun de nous vive dans des conditions optimales. Ainsi, ce que nous avons toujours recherché depuis lors devient une réalité. C'est par ces mots que je lance et que je convie à toutes les femmes congolaises, d'une manière générale, mais à des femmes vertueuses de la Fondation Meonga Nico d'une manière particulière. Et je leur réitère encore les vœux de bonnes fêtes de la journée internationale de lutte pour les droits de la femme. Et il faut les droits, ce ne sont pas les droits certes sont garantis mais ne sont pas acquis. Ça doit être une conquête permanente. Merci beaucoup, professeur Nico Omeyonga, d'avoir donné votre temps pour la République. C'est moi qui vous remercie. Ok, merci.